Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Mission Montréal. Ici, à Mission Montréal, on jase avec des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, tous ceux qui cheminent de par eux-mêmes. Et aujourd'hui, je suis très content. J'ai un invité avec qui que j'ai joué pas mal de tennis. Ben oui! Mais je connais pas tous les autres côtés de ta vie. On parle de Alexandre Aubry ici, astrologue. Effectivement. Salut Mathieu. Salut. Fait que dis-moi, Alex, ça fait combien de temps exactement que tu as une carrière d'astrologue? Ah mon Dieu. Hey, écoute, moi j'ai décidé de calculer à partir de 2004 parce que c'est cette année-là que j'ai donné ma première consultation où j'ai été rémunéré. Donc, c'est 2004. Moi, officiel. 2004, c'est l'année que j'ai acheté mon premier bar. On suit. C'est intéressant. Bon, ben, tu m'as dit que tu es Sagittaire ascendant Lion. Ouais. Je suis Lion ascendant Sagittaire. On va bien s'entendre. Il y a des affinités. Fait que 2004, tu as donné ta première consultation. Ça fait 22 ans maintenant. Tu as écrit un paquet de livres. Oui, quand même. Écoute, je pense que je suis rendu à 27. Ben, Oui. En fait, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas tant de mérite que ça. L'horoscope annuel, déjà là, ça vient de me donner. J'ai commencé justement en 2004 aussi. Mon premier livre d'horoscope annuel, c'est 2004. Alors, je suis donc obligé de produire un livre par année. Tu comprends? OK. On est déjà à 24, là, 25. Là, Quand même. Puis j'ai écrit 2-3 livres permanents là, qui existent, dont 2 sur l'astrologie, un autre sur les prophéties. Ça a été mon premier livre que j'ai écrit. C'était en 99. Là. Je voulais profiter un peu du momentum, là, Ouais, mais la 1990. prophétie des âmes qui était sortie un petit peu avant Ah, ça. il y a et tout ça, oui. effectivement. Écoute, donc, j'étais inspiré là, de rechercher. J'ai beaucoup fouillé Nostradamus pour écrire ce livre-là. Puis quelques autres prophètes là, plus connus et moyennement connus. Puis d'essayer de faire un parallèle, puis d'interpréter jusqu'où on s'en va avec tout ça. Ça a été fascinant, ça a été un bel exercice. J'ai travaillé à peu près 1 an là-dessus à l'époque. Oui, quand même. Ouais. Quand même. Fait que là, ça ressemble à quoi, la vie d'un astrologue? Tu sais, c'est pas quelque chose qui est dans les définitions universitaires, là. Tu sais, tu vas pas chercher ça. C'est sûr. Et écoute, premièrement, tout est unique à chaque individu, son propre cheminement. Et chaque astrologue qui existe a sa propre réalité. Et moi, personnellement, je suis un être quand même assez cartésien. L'idée de m'investir dans une méditation, etc., je me cache pas, je le fais aussi, là, mais c'est pas tant ma véritable approche. Je veux dire, bien sûr qu'avant que je fasse une consultation, je me dis toujours, aidez-moi d'une certaine façon à dire la bonne affaire à la bonne personne. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est ma façon de regarder la carte du ciel. J'ai appris comment ça fonctionne. J'ai approfondi tous les détails que concernent l'astrologie avant de faire une première consultation. Évidemment, l'expérience a apporté beaucoup d'eau au moulin par la suite, mais c'est c'est une technique, c'est une mécanique, l'astrologie, et je ne me fie qu'à cette réalité pour cheminer, avancer, interpréter, et ça fonctionne très bien. C'est ça que je veux te dire par rapport à qui je suis, comment j'avance là-dedans. Il y a plusieurs autres formes d'astrologues qui vont se dire « Non, moi, je suis plus un intuitif, je suis ci, je suis ça. » Il y en a qui vont se dire astrologues, mais en réalité, ce sont des médiums, des tarologues. Donc, il y a pas nécessairement... Et comme tu l'as dit, c'est pas appris à l'école. Donc, c'est un peu... c'est un peu le Far West ou c'est un peu le free-for-all dans cet univers-là où on est tous un peu cartographiés, 10 heures de bonne aventure, comme certains osent l'appeler. Mais personnellement, je suis qui je suis. Je sais que j'ai donné ce que je pouvais pour l'apprendre, le maîtriser. Mes parents étaient astrologues, donc j'ai une base aussi de ce côté-là. Il n'y a pas d'histoire de, comme je disais, d'aspect tout intuitif où je vais aller prier religieusement, je vais prendre le temps qu'il faut avant de dire oui à la personne, je vais étudier. Non, c'est une mécanique. C'est comme si tu vas rencontrer, moi je dis toujours, au début, je disais souvent que c'est un peu comme aller rencontrer un avocat. Il a des règles à respecter, ça fonctionne comme ça. Et la loi, elle est ce qu'elle est. Ben, ça, c'est la même chose, un peu l'astrologie. Il y a une loi astrologique, une façon de faire, une façon de procéder, et qu'il faut tout simplement bien maîtriser. Et c'est ainsi que je me suis avancé pour écrire des livres, faire des consultations. Et finalement, tous mes discours, mes conférences sont basés sur mes connaissances.
Wow, c'est beaucoup d'informations. C'est du stock. Ça, c'est beaucoup d'informations. Ça va être le fun. Donc, spontanément, je suis en train de me questionner un peu sur ta jeunesse, ton enfance. Tu viens de me dire que tes deux parents, Oui. tes parents sont astrologues. C'est pas tout le monde qui a des parents astrologues. Les deux parents, donc ta mère, ton père. Oui, tout à fait. Puis, tu as grandi dans quel coin? À Montréal, dans Rosemont. OK, t'es un Ouais, petit gars de Rosemont. exactement. J'ai joué dans les ruelles, moi. J'ai joué au hockey, fait du bicycle, sauté des clôtures, monté sur des toits de hangars. Là, c'est ça mon enfance. Qu'est-ce que tu penses? Ici à Mission Montréal, on regarde beaucoup des enjeux municipaux et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de Montréal aujourd'hui versus Montréal de ton enfance? Surtout le quartier Rosemont. On sait que c'est un quartier qui s'est gentrifié un peu. Oui, tout à fait. Hey, c'est vraiment intéressant comme question. Puis, je dis pas que je reviens souvent, mais je viens jouer au tennis, effectivement, dans Rosemont de temps en temps. Oh. Ouais, au Parc Beaubien. OK. Et, tu sais, donc, j'ai l'occasion de rouler, puis même, c'est pas loin de où j'ai resté toute mon enfance. Puis, des fois, même, je passe presque devant pour aller à ce parc-là, Beaubien, qui est situé moi, c'était la 8e avenue à Rosemont, là, au sud de Rosemont. Et là, le parc Beaubien, j'y allais quand j'étais enfant aussi. Qu'est-ce que je pense de Montréal maintenant? Tu sais, c'est difficile parce que je ne suis pas citoyen de Montréal depuis quand même maintenant 25 ans. Écoute, je suis parti, j'avais 30 ans. Je suis parti de Montréal. Et je reviens souvent faire du vélo. J'aime beaucoup Montréal. Tu sais, j'aime la vibe. Tu sais, j'aime ça me promener dans Montréal. Montréal en vélo, pour moi, c'est magique. Ben moi, oui. j'ai été cycliste toute ma vie. Ça fait juste 4 ans que j'ai un permis de conduire. Là, C'est puis ça. j'étais à Montréal. Fait que, Ouais. puis ça a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années qu'ils ont commencé à faire vraiment des pistes cyclables. Là, on est la place qui a le plus de pistes OK. cyclables en Amérique du Nord. C'est On a vraiment comme agréable. 500 km, je pense, à Montréal, si tu les Ouais. fait tout. Puis c'est génial. Quoique, j'ai découvert que ils t'attendent pour ces étiquettes et pistes cyclables. Fait que là, à un moment donné, quand il fallait que j'aille pour le travail, tout ça, là, je roulais à Sherbrooke dans les chars, puis je me faisais pas agacer. Exactement. Et il y a, tu sais, après ça, mon adolescence, je l'ai passé dans un autre secteur de Rosemont, mais près de la Plaza Saint-Hubert. Et l'hiver dernier, je suis allé faire mes achats de Noël sur la Plaza Saint-Hubert. Et quelle ambiance j'ai adoré. Tu sais, je me suis revu quand j'étais enfant. Beaucoup de choses qui se ressemblaient aussi. Un de mes amis du cégep, François Limoges, c'est l'élu du Projet Montréal qui a fait toute la rénovation de la Plaza Saint-Hubert. Mm-hmm. Et puis, comment est-ce que tu trouves la rénovation là, avec la marquise qui a été comme, tu sais, décalée et tout? J'ai même pas remarqué. J'ai même pas remarqué. Putain, c'est raté! C'est raté, Oui, ou j'ai peut-être même- que l'effet il est bon, justement, Oui. ça n'a pas trop paru. Puis écoute, moi, en fait, je visais un magasin spécifique, là, pour ça que je suis allé là en premier lieu, parce que mon fils, c'est un maniaque de Donjons et Dragons, et il y a une boutique style médiéval, puis j'ai Ouais. essayé là, je me suis dit, je vais aller y trouver un cadeau là. Écoute, super chanceux, une place de stationnement presque devant le magasin en question, puis là, j'ai fait... Tant qu'à être ici, je pense que je vais tout faire mes cadeaux de Noël ici. Écoute, ça a été merveilleux. À peine fait 3 coins de rue, puis tout était fait. C'était space. Donc, et puis, tu sais, ça m'a rappelé vraiment ma jeunesse, mon enfance. J'ai adoré. Alors, tu sais, les détails architecturaux, puis tout ça, je m'en rappelle plus. Je me souviens que la marquise s'était faite installer pendant que j'habitais là, dans les années 80, si ma mémoire est bonne. J'ai fait, c'est une bonne idée, on va arrêter de marcher dans ce lotch, là, l'hiver. Mais écoute, c'est vrai qu'on a perdu toutes les enseignes. Ça, c'était vraiment fabuleux. Tu sais, tu sais, chaque... Quand tu vois les vieilles photos là, de la Oui. plaza, là, c'était toutes les affaires en néon et tout Ben, ça. je me souviens de ça. Tu sais, Oui. parce que la marquise, t'as 5 ans de moins que moi, hein, je pense. C'est ça la différence. Tu sais, t'as 4 Tout à ans. fait. 51. 54, donc 3 ans. Ouais. Alors, écoute, je me rappelle quand ils l'ont construit, et je me souviens très bien, avant, on habitait dans ce secteur-là et on allait magasiner, puis les enseignes lumineuses, là, wow! Moi, quand j'étais jeune, ma mère travaillait dans le Vieux-Montréal. Fait que ça, c'est le quartier Ça que j'ai aussi. connu beaucoup. Elle vendait des peintures sur les rues et Oui. tout ça. Tu sais, les petites Ouais, affaires. ouais, Et ouais. puis, je gambadais, tu sais, à 2-3 ans. Puis quand j'y retourne aujourd'hui, c'est là que moi, je vois être comme les changements et tout ça. Parce que, à un moment donné, le Vieux-Montréal, il était comme vraiment laissé aller. Puis après ça, ils ont commencé là, avec drapeau à, tu sais, toute leur montée. Puis aujourd'hui, c'est incroyable. La rue Sainte-Catherine, je l'ai parcourue de long en large toute mon adolescence. J'étais un peu maniaque des arcades à cette époque-là. Ah!
On s'est peut-être croisés là-dedans, moi il y avait aussi, des arcades et des cinémas, là, mes sorties régulières, c'était là. L'Ose à côté, le Parisien. Oui, tout voilà. ça, moi, avec, je les ai toutes faites. Voilà. C'était notre grosse affaire, là, à 12-13 ans, right? Et celle-là, elle a changé, là, la rue Sainte-Catherine, et de beaucoup. c'est Je incroyable. me rappelle, là où est la place des Arts aujourd'hui, c'est majestueux. À l'époque, c'était des vieilles bâtisses. On sortait du métro par là, c'était tout sale. Puis on se rappelle des commerces qu'il y avait surtout dans ce coin-là, là, les stripteaseuses, là. C'était un peu spécial. La rue Saint-Laurent dans la pente, man, c'était oui! sketch en tabarouette. Là, Oui, c'était quelque chose, tu te promenais, tu regardais un peu partout. Ça là, s'appelait le Red Light District. Oui, quand je disais à mes amis, hey, on essaie-tu la rue Saint-Laurent? Tout le monde, ça, ouh! Oui, ça s'est embelli, évidemment, mais c'est dans l'air du temps. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien qu'avant? C'est sûr qu'il y a des nostalgiques partout. Puis si j'étais Montréalais puis je payais des taxes à Montréal, peut-être je serais scandalisé aussi. Je dis ça comme ça. Moi, je paye des taxes à Montréal puis je suis scandalisé. Je te le dis, c'est fou, ils me lâchent pas. Les taxes, les permis puis les amendes. Et voilà. C'est ça, l'étiquette. À un moment donné, quand tu calcules tout ça, ça fait comme... Exactement. Ouais. Ça en fait de l'impôt, ça. Fait que là, tu as grandi à Rosemont. Oui. C'était comment chez vous? Avec ta mère, ton père? Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, oui. OK. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Question stupide. Es-tu astrologue aussi? Hein? Ta sœur? Non. OK, elle a non, pu, effectivement. OK. Oui, complètement. Écoute, c'est ça qui est spécial, c'est que mon père était principalement un comptable, dans le fond. C'était un homme d'affaires, il avait sa grosse entreprise, puis au moment de ma naissance, il est décédé. Pas décédé, excuse. Il a fait faillite. C'est ce qui l'a amené à ne pas être en pleine forme par la suite. Okay. Il a fait certainement une dépression, mais ça ne se diagnostiquait pas que dans les années 70, surtout pas pour un homme. Ça n'existait pas. Et c'est ça. Puis, donc, à ma naissance, moi, écoute, ce qui est spécial, c'est qu'on a fui les créanciers, semble-t-il. Moi, j'étais bébé, là. Ma mère me poussait en carrosse. Ils ont fui aux États-Unis, dans le Maine, sur le bord de la mer. Ma mère a toujours dit que c'était les 2 plus belles années de sa vie. Ben oui, mais ma mère était scorpion, c'est normal. Quand sa vie est difficile et compliquée, c'est là qu'ils sont à leur meilleur, les scorpions. Okay. Tu vois le genre, puis moi, ben c'est ça. J'ai grandi mes 2 premières années de ma vie dans une poussette sur le bord de la mer, semble-t-il, dans le Maine. Mon père, semble-t-il, travaillait en dessous de la table pour Bombardier dans ce temps-là, donc qui était installé aussi, il y avait une usine de ce côté-là. Et au bout de 2 ans, ils sont revenus. On vivait quand même dans l'extrême pauvreté, mais tranquillement, pas vite, ça s'améliorait un peu. Et mon père, ben, dans le fond, est décédé d'une crise d'asthme, pour être précis, là, un arrêt cardiaque à cause du médicament Ventolin. Puis, bon, ben le cœur s'est arrêté, puis on n'a pas eu le temps de se rendre aux premiers soins pour réussir à le sauver. Et ma mère, par la suite, a décidé, à ce moment-là, de devenir véritablement astrologue, connue, parce que c'était un peu la mode, là, au début des années 80. Il y avait Madame Minou, il y avait, beaucoup d'astrologues connus, et elle était quand même très charismatique. Elle avait développé un talent qui était l'analyse des rêves. Elle avait fait un livre là-dessus. Et pendant que mon père était vivant ou à la toute fin, et elle a misé sur son potentiel de ce côté-là parce qu'elle avait effectivement un grand succès avec les rêves et l'astrologie, l'a interpellée. De toute façon, elle en connaissait beaucoup. Elle et mon père étaient... Mon père, c'était pas un astrologue professionnel, là, mais il savait comment ça fonctionnait. Il avait fait ma carte du ciel au moment de ma naissance, puis il a dit tout de suite à ma mère, notre fils, ça va être un voyant. Il était pas loin. Je fais pas de voyance, j'ai pas de ce don-là, mais quand même, je fais une carrière d'astrologue qui est à peu près dans les objectifs similaires, de bien comprendre qui nous sommes et vers où on s'en va. C'est ça l'objectif, dans le fond, de ces métiers-là, d'astrologie, médiumnité et tout ça. Là. Fait que toi, ça t'est venu après ton adolescence, à Rosemont, tout ça, tu faisais de l'école, tu as continué à cheminer, tu as été jusqu'à l'université? Oui, quand même. Écoute, moi, mon cheminement, dans le fond, j'étais un petit gars tout à fait ce qu'il y a de plus normal de Rosemont. Je faisais du vélo dans les rues, du skateboard, etc. J'ai participé même à les premières rampes là, qui ont existé là, pour faire du skateboard. Oui, les rampes de skate, je me rappelle quand c'était apparu. Ça, j'ai jamais osé aller dessus, mais j'ai contribué à les construire. Tout ça, j'avais des amis qui aimaient ça. Puis je me souviens, ils m'ont dit une fois, j'étais en vélo avec un BMX en haut de la rampe.
J'y suis pas allé. J'y suis pas allé. Même si je l'ai compris, je l'ai construit, puis j'ai compris le principe, non. Ça a fait, je descends pas de là avec mon vélo. Tu sais, j'avais tellement tombé en vélo dans les ruelles. Mon enfance, là, je vivais sur la 8e avenue, je disais tantôt, qui est dans la pente là, entre la rue Haute et d'Endurant. Ceux qui connaissent le secteur, ils savent qu'il y a quand même une pente assez prononcée. Alors moi, je faisais du vélo là-dedans, là, pleine vitesse, jusqu'en bas. Il faut juste réussir à s'arrêter avant la porte de garage qui est au bout de la ruelle. Mais souvent, j'ai tombé, je me suis blessé à quelques reprises, mais jamais j'ai arrêté ça. Puis en patin en roulette, puis en skateboard, là, je l'ai fait très souvent. Mais quand ça a été une rampe, là, celle-là m'a fait un petit peu trop peur. Et tout simplement, après ça, mon cheminement a été... à l'université, j'ai décidé d'aller en art dramatique, mais j'ai fait du théâtre quand même à la fin de mon adolescence et toute ma vingtaine. Tu sais, ça a été un gros dada pour moi, ça, de jouer sur scène. Ça a été une drogue. Tu as fait des pièces de théâtre, tu as étudié en théâtre? Oui, exactement. Tu faisais du théâtre comme en activité? Tout ça. Okay. Tout ça, j'ai voulu devenir comédien professionnel. Là. J'en ai fait pendant 3 ans avant d'arriver à l'UQAM en art dramatique. Et après ça, j'avais un agent puis tout ça, mais tout ce que je décrochais, c'était des rôles muets. Là. Okay. Rien d'intéressant. À un moment donné, j'ai été du côté de la cascade aussi. J'ai fait un cours de cascade. Puis ils m'ont pris comme une fois pour une doublure où il y avait effectivement quelques petites... on va s'entendre, il n'y avait rien de dangereux. Là. C'est juste parce qu'ils pouvaient avoir des risques, puis ils ne peuvent pas prendre de risques. Puis j'avais juste la même crinière que le gars en arrière, donc c'était de dos. C'était bien ordinaire finalement. Là. C'était très décevant. Et je me suis un peu recyclé, parce que j'étais ultra habile en informatique. Parce que ma mère, là, quand elle a fait de l'astrologie, au début, je voulais... À 11 ans, je dis, maman, montre-moi à faire des cartes du ciel. Ça m'a fasciné. J'ai toujours été fasciné par l'espace. Donc, ça m'a fasciné. Puis, un jour, elle me dit, OK, viens, je vais t'expliquer. Sors une règle calculatrice, tous les livres qu'il faut, puis ça. Là, je fais, je vais aller jouer avec mes amis. J'avais juste 11 ans. Mais 2 ans plus tard, l'ordinateur rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est ça, ce bébite-là? Puis ma tante, elle avait eu un VIC-20 juste avant. Puis mon oncle m'avait appris à programmer là-dessus. Fait que je faisais des programmes. Puis quand l'ordinateur est arrivé chez nous, je n'ai fait que ça. Là. Je faisais des programmes, je m'amusais. Ça, c'est l'époque du Commodore 64 et compagnie. On a eu, nous autres, le premier, dans les PC qu'on appelait, là, 80-86 qu'ils appellent, là... avant les Pentium, etc. Là. Et écoute, c'était ça. Puis je faisais de la programmation là-dessus. Je m'amusais, j'avais du plaisir. Le logiciel d'astrologie qui est arrivé, je disais à ma mère, c'est moi qui m'occupe de tout la star. Là, je faisais les cartes du ciel pour ma mère. Alors, ça a été... Par ordinateur. Mais je faisais le dessin seulement. Elle l'interprétait avec sa clientèle. Ah, mais ça a été un immense plaisir. Puis moi, j'ai toujours eu une facilité avec l'informatique. À l'école, je me rappelle au secondaire, là, j'ai pris des cours d'informatique juste pour avoir 110 Je me croisais les doigts, là, puis j'avais des notes parfaites. Il y avait vraiment ton côté cartésien, il ressort beaucoup là-dedans, oui. Dans l'informatique. Puis pendant que je faisais du théâtre, c'est moi qui s'est occupé des programmes, des posters. J'ai fait l'infographie. Puis même au début, c'était avec des ordinateurs sans graphisme. Là, je veux dire, c'était des lignes de code. Là. Puis là, j'arrivais à placer sur une feuille tel dessin, tel ci, tel ça. Parfait, on part avec ça, on s'en va à l'imprimerie. Puis évidemment, quand ça s'est évolué, Windows 95, j'ai même parti ma petite business d'installation d'ordinateurs chez les gens. Moi, je veux dire, je l'achetais en pièces détachées, je le mettais ensemble, puis je les connectais à Internet. Ça a été vraiment spécial. Puis je chargeais la moitié du prix de bureau en gros. Dans le temps des connexions à modem téléphonique. Exactement. Exactement. Les gens me disaient, je ne peux pas parler au téléphone en même temps. Ben non, malheureusement, mais que voulez-vous? Fait que c'était un peu ça mon parcours. Puis j'ai appris à faire de l'infographie un peu sur le tas. Et évidemment, quand le monde du théâtre ne me rémunérait pas, ma blonde m'a dit un jour, j'aimerais ça avoir une maison pour des enfants. Là, j'ai dit, bon, quel talent que j'ai à part faire du théâtre, d'être acteur. Je dis, quand même, je ne suis pas pire infographiste. Je vais m'essayer. Écoute, je fais application à plusieurs endroits, puis une imprimerie finalement m'appelle pour une entrevue et me dit, voici, on travaille sur tel logiciel. Est-ce que vous le connaissez? Non.
Je dis, mais donnez-moi la fin de semaine. Écoute, j'ai pris la fin de semaine, j'ai regardé. Premièrement, à cette époque-là, c'était facile de pirater un peu les logiciels. Hein. Je l'ai piraté, je l'ai essayé, je l'ai fait fonctionner. Mais moi, je fonctionne en PC. Eux autres, à l'imprimerie, ils fonctionnent sur du Mac. Je sais pas comment c'est quoi la différence, je le sais pas. J'arrive sur place. Ah, c'est encore plus facile. C'était fou. Puis, ils m'ont engagé tout de suite. Surtout, en plus, parce que je connaissais tout ça sur PC. Puis dans leur groupe d'infographistes, il n'y avait personne qui comprenait le PC. Puis ils recommençaient à recevoir de plus en plus de jobs en PC. Écoute, ça a été super facile. Je me suis intégré là. Mon salaire a presque doublé en 1 an. Ça a été génial. J'ai acheté ma première maison. On a eu nos enfants. Ça a été super facile. Ben oui. Puis là, je trouvais, c'était loin un peu de chez moi, cette imprimerie-là. C'était à Montréal. Et on avait acheté notre maison en banlieue. Fait que j'avais 1h30 de route le matin, le soir. Pas de route, de trafic. Oui, c'est vraiment ça. Parce que c'était 1 demi-heure, la route, en réalité, quand je finissais plus tard. Puis, écoute, c'est quand même bien, mais finalement, je me suis trouvé un autre emploi d'infographiste, mais tout près de chez moi, finalement, dans une grosse boîte pan-canadienne qui gérait plein d'imprimeries. Puis moi, j'étais au marketing, tout simplement. Donc, je faisais les brochures, etc., de l'entreprise. Fait que ça allait bien, mais c'était plate. Mais plate. Du 9 à 5. Écoute, je voulais mourir, là. Puis pendant cet emploi-là, c'était même plus plate que l'imprimerie. Tu sais, l'imprimerie, on dirait que t'étais toujours sous pression. Il fallait aller plus vite, plus vite, plus vite. Tu sais, puis je me sens, ça me stimulait. Puis là, dans un bureau, faire du design, oui, j'étais libre de créer, c'était beau, mais c'était tellement long. Écoute, des fois, là, faire un design, j'étais habile, tu sais, ça allait bien. C'était tellement facile. Je créais une image, puis là, ça faisait, c'est ça qu'on veut. Ça m'a pris 5 minutes. Tu sais, je veux dire, c'était tellement, tu sais, c'était trop facile à quelque part. Fait que je me tournais les pouces plus souvent que d'autres choses. Fait que j'amenais de la lecture. Puis, évidemment, grandi dans une famille un peu ésotérique. Beaucoup de livres ésotériques. Puis, je les comprends pas mal toutes aussi. Alors là, j'en lisais un qui était... Je n'étais pas d'accord avec l'auteur du tout. Je dis, hey, c'est de la bullshit, ça. C'est de la bullshit. Vers le milieu du livre, il fait une affirmation sur l'astrologie qui est fausse. Là, je dis, je savais. Le livre, c'était de la bullshit. Je mets ça de côté, tu sais. Puis c'est là que j'allume. C'est de l'astrologie qu'il faut que je fasse. J'appelle ma mère, je dis, maman, je peux-tu faire de l'astrologie comme toi? Puis elle me répond, il était temps! Alors, c'est là que j'ai commencé, dans le fond. C'était donc en 2002, pour être précis. Je venais tout juste, mon fils avait moins d'1 an quand cette révélation m'est apparue. Écoute, ça, c'est une anecdote. Hey, je pense que l'émission, elle a-tu 3 heures aujourd'hui? Oui, on a le temps. T'es un jaseux, moi aussi, ça va bien. On aime ça. Anecdote spéciale, mon fils, dans le fond, j'ai aussi une famille complexe. Là. J'ai un premier fils que je ne suis pas le père biologique. J'ai rencontré sa mère. Mais mon premier biologique, il est né dans l'auto, tout juste devant l'entreprise pour laquelle je disais que je m'ennuyais pour mourir. Mais je ne travaillais pas encore là. Il est né devant. Et le jour même de sa naissance, j'avais envoyé des CV d'application un peu partout. Le jour de sa naissance, j'étais à l'hôpital. J'ai décidé de prendre les messages à la maison. Ouais. Ça existait. J'avais mon premier cellulaire, fait que j'ai pris mon message à la maison. Et ça dit, viendriez-vous en entrevue? Là, je fais, quel drôle de hasard. Puis quand je suis allé en entrevue, je ne sais pas si ça a aidé ma cause, mais je me rappellerai toujours, ils m'ont rencontré dans la salle de conférence et j'ai dit... La semaine dernière, j'ai donné naissance à mon fils juste là, sur le bord du lampadaire. ça se démarque comme entrevue, oui, effectivement. Fait que j'ai eu l'emploi. Puis, comme je dis, je l'ai gardé 2 ans et demi, cet emploi-là. Mais à travers cet emploi-là, j'avais du temps. Et j'ai pu étudier l'astrologie. Tu sais, premièrement, j'ai eu l'illumination de faire de l'astrologie. Et après ça, j'avais du temps. Comme je dis, j'avais du temps pour lire. Là, on va lire des livres d'astrologie. Quand tu annonces ça à ta femme, tu as un bébé naissant, 1 an, tout ça, puis là, tu lui dis, c'est ça, là, c'est la révélation. Comment est-ce qu'elle a réagi? Écoute, je pense qu'elle a bien réagi. Premièrement, c'est une Sagittaire. Tu comprends-tu que les Sagittaires, oui. Quand c'est trop ordinaire, c'est plate. Oui, exactement. Fait que, donc, écoute, puis elle avait... elle était aussi
Oui, c'est vrai, exactement dans cette période-là, elle travaillait pour développer sa propre affaire. Bien, elle a développé une garderie à la maison, finalement. Alors, évidemment, elle ne voulait pas un emploi, elle non plus, ce qu'il y a de plus traditionnel, tu sais, donc d'être relativement libre. Tu sais, elle a eu du plaisir avec les groupes d'enfants, là. C'est sûr, ça l'a épuisé à un moment donné. Elle en a fait une dépression, mais elle dit ce qui l'a déprimé le plus, c'était les parents. C'était même pas les enfants. Tu sais. Oui, c'est difficile. Elle l'a gardé 5 ou 6 ans, là, cette garderie-là. Puis, c'est ça. Moi, pendant ce parcours-là, ben, je développais l'astrologie. J'ai gardé mon emploi pendant 2 ans. Tu sais, comme je dis, je l'ai appris, etc. Et j'ai fait ma première consultation rémunérée tout juste avant ma démission, ma grande démission, mais qui a coïncidé avec la grossesse, pas la grossesse, la naissance de ma fille, là, de notre dernier enfant, qui m'a permis d'aller chercher un congé parental avec l'assurance chômage. Et donc, j'ai décidé de sauter à pieds joints. Je profite de d'être payé pendant quelques mois et de développer l'astrologie, et ça a fonctionné. Wow. J'ai réussi à en vivre maigrement au début, mais 2004 jusqu'à 2008, je dis toujours, c'est mon année de consécration parce que j'ai... C'est quand même 4 ans, tu sais, je veux dire. Qu'est-ce qui t'a fait passer au travers de ces 4 ans-là? Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes, des entrepreneurs, au début, ben non, c'est jamais facile. Peu importe qu'est-ce que tu fais, il y a des difficultés financières. Surtout quand tu as une famille, il y a plein d'entrepreneurs que leur affaire crash parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de la business et de la famille en même temps. Toi, tu as eu de l'air à trouver une genre de conciliation travail-famille en étant à la maison. Oui. En même temps avec la garderie et tout. Et je comprends même pas comment j'ai traversé tout ça. Je me rappelle, tu sais, j'avais presque pas d'argent, mais je contribuais à 50-50 pour la maison avec ma blonde, là, puis tout ça. Je le sais pas. Je sais que je me suis endetté quand même pas mal, là. J'ai commandé des cartes de crédit, puis là, je switchais les soldes. Mais ça a bien fonctionné. Puis quand je me suis retrouvé à Rythme FM, à tous les jours, en 2008, écoute, là, tout a changé. Non seulement, premièrement, j'ai eu une clientèle qui s'est élargie. J'ai eu de nouvelles émissions aussi en parallèle. Je me suis retrouvé à VTL. Je me suis retrouvé de plus en plus... c'est ça, les stations communautaires ont commencé à m'engager. Là, j'étais rémunéré et je faisais plus juste du bénévolat. Bref, magazine. Le magazine Horoscope quotidien, certains nostalgiques ont pu le connaître, mais je me suis mis à faire les 2 tiers des écrits dedans venaient de moi. Alors ça aussi, c'était payant. Là, tout se rachetait. J'ai réglé mes dettes. Puis évidemment, notre première maison, elle a été achetée en 2000. On s'entend qu'en 2008, elle valait 3 fois le prix qu'on l'avait payé. Le boom immobilier, donc, tu sais, mon existence, l'astrologie ne m'a pas nécessairement rendu, tu sais, confortable financièrement. C'est l'immobilier en réalité. Tu sais, après ça, j'ai été acheter un plex, un chalet. Donc, c'est plus l'immobilier qui m'a vraiment enrichi. Et l'astrologie a été mon dada, mon plaisir. Il y a des périodes où, oui, c'était très payant. 2008 jusqu'à 2013-14, là, j'avais que des gros contrats de télé, de radio, etc. Ça allait très bien. C'est drôle, j'ai fait la même chose que toi. J'ai acheté en fin 99 un condo avec mon ex dans le Vieux-Montréal. Puis en 2004, quand je l'ai vendu, il avait doublé. C'est ça. Puis c'est ça qui m'a fait ma première mise de fonds pour acheter avec mes 2 autres associés mon premier bar, le Bistrot de Paris. Voilà. Fait que, tu sais, c'est à partir de là. Puis avant ça, pour avoir eu ça, pendant longtemps, j'étais où est-ce qu'il y a le complexe... oui. Le Palais des Congrès. OK. Et puis j'avais un local, il y avait une taverne, la taverne américaine, puis en haut, c'était un double loft. Je vivais d'un côté, j'avais mon groupe de musique de l'autre bord, je payais 440 chauffés pour peut-être 1200 pieds carrés. Wow. Ben non! J'ai resté là 5 ans, mais finalement, ils m'ont exproprié. Puis ils m'ont payé 1 an de loyer. Fait que c'est avec ça que j'ai eu mon dépôt pour acheter le condo. Ben oui. Puis après ça, tu sais, j'ai été. Fait que c'est un petit peu, c'est ça, hein, on y va comme qu'on peut. C'était une autre réalité. C'est sûr qu'on n'avait pas des aussi gros salaires, tu sais, techniquement, mais en tant que, tu sais, on est des travailleurs autonomes, on est des gens d'affaires. On n'a pas de salaire, là. En tout cas, on s'en donne pas, là. Tu sais, ça s'appelle des profits ou des pertes, puis on compense ailleurs. Mais à l'époque, justement, ma première maison en 2000, quand je l'ai achetée, mon hypothèque, 450 $. Et là, on était stressés. Oui. On va-tu y arriver? T'sais, c'est sûr, ça ressemblait au loyer, mais là, on a les taxes, on a les assurances, on a des rénovations.
Et aujourd'hui, tu sais, mon triplex, il était hypothéqué, etc. Là, c'était peurant. Des fois, je me dis, comment je fais pour me payer ça à cette heure? Tu sais, on est dans une autre réalité, évidemment, puis on a un peu plus d'expérience de la vie. Il y a des choses qui sont moins stressantes. Et ce qui est important, c'est un peu d'en profiter, de bénéficier qu'on est des êtres vivants. Puis c'est pour ça que toi et moi, on joue au tennis, entre autres. Ah oui. C'est un plaisir, c'est un échappatoire, c'est un... Absolument. Ben, pour moi, c'est un tout. Là. Moi, c'est justement, je cherchais quelque chose pour changer du stress parce que être entrepreneur d'un bar, c'est du stress non-stop. Exact. Puis ça m'aide beaucoup. Ouais. Moi, le tennis, j'ai commencé à jouer en 2021. Avant ça, disons que j'étais capable d'échanger quelques balles, mais c'était ordinaire. T'sais. Puis, en 2021, on était en début de la pandémie quand même, et moi, à ce moment-là, le monde des médias m'avait un peu abandonné en tant qu'astrologue. Qui suis-je? Que fais-je? Et en plus, fini les conférences, j'en donnais quand même beaucoup. Ça me gardait un peu, comment je pourrais dire, placé en évidence. Moi, j'aime bien être en évidence. C'est pour ça que j'ai choisi l'univers des arts, l'univers du théâtre. Alors, juste rappeler à tout le monde qu'on est présenté par Fireball, ici à Mission Montréal. Et Alex, je te remets ta bouteille de participation. Alors, une belle bouteille Fireball, c'est un signe de feu. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est parfait, on va le déguster. Excellent. Okay, fait que, Alex, en 2021, tu as recommencé à jouer au tennis en pleine pandémie. Là. Exactement. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est que vu que je n'étais pas aussi présent qu'autrefois dans le monde des médias, écoute, en tant que lion, mon objectif dans la vie, c'est d'être quelqu'un qui se démarque. C'est ça le signe du lion. Écoute, on n'a pas le temps de parler d'astrologie, là, sinon, comme je dis, ça... prendre le temps, okay, voyons donc. Je suis un expert, c'est rare, là, voyons. C'est pas n'importe qui parle. Mais non, puis tu sais, je te dis Sagittaire, t'es faite pour t'amuser dans la vie en passant. Ça, t'as absolument raison. C'est même dans mon type MT... Myers-Briggs. Ben oui. Oui. Écoute, retiens 2021. Là, je vais juste faire je t'accorde 5 minutes pour dire les 12 signes. Les béliers sont nés pour être dans l'action parce que le mois du bélier, c'est la nature qui se remet en action. Premier mois du printemps. Deuxième mois du printemps, c'est les taureaux. C'est des gens qui ne doivent manquer de rien. Ils doivent être confortables dans la vie parce que la nature est dans l'abondance. Les gémeaux, notre technicien Patrice, il est gémeaux. Ils sont nés pour être communicateurs. Pourquoi? Parce que la nature pollinise dans le troisième mois du printemps. Pendant qu'on enregistre cette émission, là, ici, on est justement au mois de juin. Qu'est-ce qui se passe dehors? Moi, j'ai mal à la gorge. Il y a des pollens partout. La nature s'exprime et elle en reçoit tout autant, donc elle fait preuve de grande curiosité. Alors, les Gémeaux, ce sont des gens curieux qui communiquent. Les Cancers, je dis toujours, sont nés pour aimer, tout simplement parce qu'ils sont la conséquence du mois des Gémeaux. Donc, la suite, qu'est-ce que c'est que la suite de la pollinisation? La fécondation! On fait des bébés! Alors, qu'est-ce qui unit une maman et son enfant? C'est l'amour. Alors, c'est pour ça que les Cancers, ce sont des gens nés pour aimer. Les Lions, pourquoi j'ai dit tantôt, ils se démarquent. Moi, milieu de l'été, c'est le meilleur mois de l'année. Alors, l'individu se doit d'être à la hauteur. Donc, il doit se démarquer. Les Vierges, c'est le signe du travail par excellence parce que c'est le dernier mois de l'été. Il faut récolter. Tu comprends? Les Balances, je les appelle les parfaits parce que, justement, cette période de l'année, elle est parfaite. Fait ni trop chaud, ni trop froid. On est à la fin du mois de septembre et une bonne partie du mois d'octobre. Le jour et la nuit sont parfaitement égaux. La nature est d'une beauté spectaculaire, hein, les couleurs. Et comme de bonheur, il n'y a plus de bébites. Tout est parfait. T'sais. Alors, c'est ça la réalité des balances. Elles ne peuvent que vivre dans l'harmonie. Les scorpions, ça, c'est plus terrible, tout simplement parce que la nature s'écroule. Le mois de novembre, on l'appelle le mois des morts en plus. Alors, donc, fin octobre et une partie du mois de novembre, c'est donc une période terrible et le scorpion est donc né dans cette période-là. Il est donc conçu pour faire face à ce qu'il y a de plus difficile. Alors, ce sont des gens déterminés et des gens qui trouvent des solutions à tous les problèmes. Les Sagittaires, dernier mois de l'automne, je dis toujours en quelque sorte, ça devrait être pire, mais non! Qu'est-ce qui arrive en général fin novembre et une bonne partie du mois de décembre? La première neige que font tous les enfants de ce monde lorsqu'ils l'aperçoivent. Yahoo! Alors, c'est donc pour ça que le Sagittaire est né pour s'amuser.
s'amuser dans la vie. Travailler, ça donne strictement rien, à moins d'avoir du plaisir et que ce soit une nouvelle aventure à chaque jour. Tu sais, c'est ça, naître Sagittaire. Tu sais, un jour, tu vas te dire, genre, je veux essayer ci, je veux essayer ça. C'est de vivre avec tes passions. C'est ça, la réalité du Sagittaire. Trop de passion. Des fois, c'est l'embarras du choix. Et tantôt, à la blague, on a parlé tu sais, de notre jeunesse. Tu as parlé, il était allé cruiser la blonde de l'autre. Oui. C'est normal, un Sagittaire suit ses passions, point à la ligne. Tu sais, je veux dire, qu'elle soit en couple ou non, ça n'a pas d'importance. Tu es passionné pour cette personne, tu es passionné pour cette activité, tu es passionné pour autre chose. Tu vas là-dedans en tant que Sagittaire, c'est normal. Tu sais. Après ça, il y a Capricorne. Capricorne, écoute, c'est des gens plus sérieux. On est au premier mois de l'hiver. Il faut donc avoir un objectif dans la vie, c'est-à-dire traverser l'hiver. Tu comprends? Alors, c'est un peu ça l'idée de savoir où on s'en va est essentiel. C'est des gens organisés, structurés, méthodiques pour justement survivre. Puis je donne souvent la raison pour laquelle c'est des gens raisonnables. Imagine que tu as 100 bûches pour traverser l'hiver. Ça t'en fait une par jour à peu près. Tu comprends? Okay. On n'en prendra pas deux, sous peine de mourir. T'sais. Les Verseaux, c'est des gens extrêmement perspicaces. Là, on est au milieu de l'hiver. Pour survivre à l'hiver, ben, il faut être wise. Là. Si tu n'as pas été préparé, démène-toi et pas mal plus. Moi, je donne souvent la comparaison avec l'Esquimau qui a inventé l'igloo. C'était génial. Il s'est fait une maison à partir de blocs de glace. Puis c'était assez chaud pour survivre. Hein? C'est spécial. Et il a fait quelque chose d'encore plus poussé, de perspicace. Il est allé dire à tout le monde comment faire des igloos. Et là, il a fait une ville autour de lui. C'est devenu encore plus facile de survivre à l'hiver. Alors, ce sont des rassembleurs, les Verseaux, des gens qui sont innovateurs, des gens quand même assez perspicaces en général. Et les Poissons, ben mon mot-clé habituel, c'est « on le sait pas ». Écoute, je veux pas dire que c'est du mauvais monde. Au contraire, c'est même mieux que ça. En fait, on le sait pas. C'est le dernier mois de l'hiver. Donc, ils attendent le printemps, tu sais. Mais c'est quand le printemps, en réalité? On le sait, mathématiquement, c'est toujours vers le 20, 21 mars. Il y a, tu sais, l'équinoxe du printemps. Mais entre toi et moi... Hey, cette année, c'est un exemple. On ne sait pas cette année. On ne savait pas quand est-ce qu'il finit l'hiver. Il a fini 6 semaines plus tard. Voilà. On le sait pas. Ouais. Il faut retenir ça un peu comme ça. Mais qu'est-ce que ça donne? J'aime bien dire, le bélier, qui est le premier signe du zodiaque, les poissons, le dernier. Écoute, c'est un phénomène cyclique. Il n'y a donc pas nécessairement de début et de fin. Hein? C'est comme après l'hiver. On est sûr que le printemps s'en vient. Tu comprends? C'est clair. Alors, c'est pour ça que c'est des gens remplis d'espoir, les poissons, parce qu'ils sont convaincus que le mois prochain, le printemps est là. Il s'en vient. Tu comprends? C'est clair. On est sûr qu'il y a un printemps qui s'en vient. C'est sûr. Mais quand? C'est là qu'on ne le sait pas. Puis autre phénomène, je disais tantôt, le bélier, c'est le premier signe, c'est un peu la naissance de la nature. Alors pour bien comprendre les poissons qui, donc, avant les béliers, avant la naissance, qu'est-ce qui vient avant la naissance? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais il y a mieux que ça, ça n'existe pas. C'est l'intangible. Alors, si tu n'existes pas, l'autre est plus important que toi. Et c'est pour ça que les poissons, ce sont des gens d'une générosité exceptionnelle. Les autres sont plus importants qu'eux-mêmes. Ce sont des gens extrêmement créatifs. Ils sont dans l'invisible. Ils ont donc une capacité de création exceptionnelle. Je suis convaincu, toi qui as baigné dans l'univers de la musique, si tu avais des poissons autour de toi, c'est eux qui ont créé les plus belles mélodies, les plus belles paroles, c'est eux les plus créatifs. Ils sont connectés avec l'univers de l'invisible. Puis chez les femmes, je dis toujours, vous avez de l'intuition, n'est-ce pas? Et Seigneur, ça ne leur a jamais trompé, cette affaire-là. Alors, ils sont connectés avec l'univers de l'invisible. Si ce n'est pas de l'intuition, c'est autre chose. C'est même, on voit les morts, tu comprends? C'est leur capacité. Alors, c'est ça, les poissons. Donc, voilà un peu le tour du zodiaque et la raison pour laquelle je devais me débarquer dans la vie. Puis, ah oui, anecdote, évidemment, j'étais rendu là. Ouais. Par rapport au théâtre. À l'âge de 18 ans, j'ai fait mon premier exercice public, évidemment, après un cours de théâtre d'initiation que j'ai détesté. C'était plate, c'était long, c'était difficile d'apprendre par cœur. Et le jour du spectacle, j'étais mort de trouille. J'avais un trac je voulais mourir. Mais je jouais avec quelqu'un sur scène et j'ai donc décidé, tu sais, elle a travaillé fort, j'ai travaillé fort. Pour la respecter, je vais jouer la scène. Mais sinon, après ça, j'arrête ça. Là. C'est épouvantable, le théâtre. Là. Ça commence. Elle est sur scène. Moi, je rentre 1 minute plus tard. J'ouvre une porte. Je vois les spots. Je vois le monde. Et ça fait... Mais je suis à ma place. J'ai tripé ma vie pendant 10 ans après ça. Alors, tu comprends? C'est le lion qui a comme compris, enfin, être sur une scène. C'est là que je suis bien. Et
Et, tu sais, juste pour... Tu l'as essayé aussi, ce que je comprends, c'est que tu t'es lancé, tu sais, tu t'es pas arrêté à la pensée négative ou le préjugement, tu y vas pareil. Ben oui. Puis souvent, tout entrepreneur, c'est un peu ça. Des fois, on découvre qu'est-ce qu'on a en le faisant. Exactement. Tu peux pas tout savoir d'avance. Faut que, tu sais, tout change quand tu es dans l'action. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, j'ai beaucoup plus appris en jouant au théâtre qu'en l'étudiant. J'ai fait quand même, tu sais, l'UQAM en art dramatique, plusieurs ateliers, etc. Mais ma plus belle école, ça a été toutes les pièces que j'ai jouées. J'en jouais 2 ou 3 par année au moins, que j'auto-produisais si j'avais pas de contrat ou j'avais pas la possibilité de rentrer dans une troupe quelconque. Là. Je m'arrangeais pour créer ça moi-même avec quelques personnes. On faisait de la publicité. À l'époque, on disait que c'était facile. On remplissait de posters la rue Saint-Denis puis nos salles étaient pleines. Ouais. C'était le fun, là, comme ça. Là, c'est sûr, c'était des fois un peu plus compliqué, mais j'ai eu un spectacle. Écoute, j'avais traduit le film Breakfast Club. Tu as sûrement connu ça. Je l'ai fait en québécois et je l'ai fait pour la scène. Et ça a été une adaptation québécoise un méga succès en 92. Là. Mais écoute, au moment où on était rempli de contrats là, pour aller partout en tournée à travers le Canada, c'était à Ottawa, là, l'équivalent du Conseil des arts, mais le Conseil des arts, je pense. Okay. En tout cas, le théâtre principal de Ottawa nous engageait. Ils veulent pas nous laisser les droits d'auteur. Fait qu'on n'a pas pu. Mais par contre, au moins, on a joué 6 représentations à guichet fermé. Là, et on avait même doublé la capacité de la salle. Ça a été vraiment génial. Tu avais trouvé un filon avec ça. Ah, ça avait bien marché. Ben voilà l'anecdote par rapport au Lion. Il faut que je me démarque et en revenir à 2021 par rapport au tennis. Écoute, ce qui est arrivé, c'est que la carrière d'astrologue, ça allait très bien, mais en bureau, en consultation, mais pas. J'avais pas de télé, j'avais pas de radio. Moi, j'ai besoin de tout ça. C'est là que je me sens bien. Et évidemment, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour me démarquer dans la vie? Et j'ai pensé au tennis. J'ai dit, c'est un sport que je maîtrise un peu, pas parfaitement, mais, tu sais, je veux dire, je recommence pas à zéro quelque chose, tu sais, puis je vais m'essayer. Je commence à jouer, écoute, au bout d'1 an, je m'inscris dans les tournois. C'est là qu'on s'est rencontrés, on s'est affrontés en plus. Ça a été vraiment... Et ça a été une révélation. Tu sais, je me sens important à jouer au tennis. Ah ben écoute, c'est définitivement, c'est dans tes cordes parce que ton évolution est tellement forte. Ben merci. Dans un très, très court laps de temps, il y en a plein qui ne réussissent pas. Là. Toi, ça fait de même. Oui, j'ai adoré ça. Après presque 5 ans maintenant que je m'y suis remis. Tu sais, on est dans une ligue à Longueuil, je suis dans le top 10. Là, puis là... Puis ta place est méritée. Merci. Je te le confirme. Mais je suis allé chercher l'individu que je suis. Et ça, c'est un peu en toute humilité, dans le sens où je dois m'évoluer, je dois m'élever au-dessus de la mêlée. C'est ça ma base en tant que lion, en tant que tel. Et je suis allé chercher, je me suis dit, je vais aller me donner un autre défi, puisque l'astrologie ne m'offre pas nécessairement ce même podium qu'autrefois. Je vais aller m'en créer un autre. Et écoute, ça m'amène à aujourd'hui, je suis ici aussi pour te parler d'un spectacle que j'ai conçu, écrit. Je suis en train de produire, réaliser, whatever. Là, je suis l'homme orchestre dans ce spectacle-là parce que ça vient chercher toutes mes cordes, tout ce dont j'ai existé. Et je t'avais dit, je suis ascendant Sagittaire, donc à quelque part, le mot passion, je fonctionne, je carbure à cette réalité-là aussi. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça que j'ai réussi. Puis c'est pour ça que j'ai réussi avec l'immobilier. Je ne me suis pas posé la question. J'ai acheté ma première maison, puis après ça, j'ai acheté ma deuxième. C'est de là qu'on fait de l'argent dans la vie. On va pouvoir se stabiliser. Pas que c'était passionnant pour moi, mais c'est quand même, c'est stimulant aussi. Oui. Tu te dis, je réussis quand même quelque chose là aussi. Alors, évidemment, c'est ça le parcours, comme tu dis, de l'entrepreneur. On fonce dans ce qui nous anime, ce qui nous passionne, et ça devrait réussir en général. Et aussi, quand ça ne réussit pas tout de suite, on perdure. On recommence, on se recrée, on fait quelque chose d'autre, on ne reste pas juste écrasé. Là. Voilà le mot-clé. On fait quelque chose d'autre. Parce qu'il faut aller chercher toujours quelque chose qui nous passionne. S'il n'y a pas de passion, ça n'ira pas très loin. T'sais. Je veux dire, à moins d'être comptable pour les grands financiers où tu dis, voici la ligne directrice, on achète des actions ici, on les vend là, on ferme la compagnie là et on va aller chercher le financement.
bravo la gymnastique, là, comptable, là, puis ils font plein d'argent comme ça. Tu sais, je veux dire, on en voit plein de monde qui réussissent dans ces genres d'arnaques-là, mais ça, c'est pas des passionnés. C'est pas ces gens-là qui construisent la société dans laquelle on est. Tu sais, c'est vraiment, il faut être habité par quelque chose qui nous anime. On construit quelque chose qui marque notre société, puis c'est des gens comme ça qu'on veut, tu sais. L'artiste est toujours passionné. Exactement. Ça fait partie de lui. Fait que dis-moi, je suis un peu curieux. Tantôt, quand tu as fait le tour du Zodiac, est-ce que c'était un peu un aperçu de tes conférences que tu donnais, ça? Ben oui, ça, je l'ai fait en 5 minutes, mais une conférence, tu sais, généralement, il y a plusieurs formes de conférences que je donne. Celle qui est la plus populaire en ce moment, celle que je donne régulièrement dans les milieux d'affaires, les réseautages et tout ça, c'est une conférence qui s'appelle, dans le fond, basée sur mon livre « L'astrologie au travail et en affaires ». Okay. L'idée est, de comprendre quel est ton plein potentiel de travailleur. Tu sais, qui es-tu fondamentalement? Tu sais, un Sagittaire, je dis, t'es né pour être passionné dans la vie, donc tu vas travailler en fonction de quelque chose qui te passionne, qui t'anime. Il y a beaucoup d'entrepreneurs Sagittaires, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, il y a quelques années, je donnais une conférence atelier en entreprise. Le propriétaire de l'entreprise était un Sagittaire, tu sais, et c'était tellement spécial. Il m'a dit, écoute, tu me fais tellement rire quand j'étais, avant d'être entrepreneur, je travaillais dans un cubicule. Et pour me désennuyer, il était français, je faisais des boulettes de papier et je les envoyais un peu partout. Puis cet homme-là a parti une entreprise d'informatique et je veux dire, j'ai fait la carte du ciel un peu de tout le monde. C'est un atelier. Ce qui était drôle, c'est que justement, la personne qui tenait le calendrier, elle était Capricorne. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt pour les Capricornes? Des gens structurés, ils savent où ils s'en vont. C'était fabuleux. Et finalement, ce Sagittaire qui m'a, après la conférence, après l'atelier, est venu me voir. Il me dit, écoute, tu as tellement raison. Moi, je veux juste devenir millionnaire avec cette entreprise-là. J'attends qu'elle vale très cher. Je la vends. Et je m'en vais faire le tour du monde avec ma famille, puis ma vie de famille. Et c'est de ça que je veux vivre. C'est ça, être Sagittaire. On vit de nos passions. Donc, ton entreprise a été certainement un élan passionné au départ, mais comme n'importe quoi, la passion, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Un jour ou l'autre, la passion va s'éteindre. Alors, il faut autre chose pour te nourrir et aller plus loin. Alors, voilà un peu de ce que je raconte dans mes conférences. Donc, pour à peu près chaque signe astrologique, je vais donner ce qui les représente comme travailleurs, comme collègues, comme associés, comme patrons, pour bien comprendre la dynamique. Et évidemment, il y a un volet que le monde adore, c'est pour les représentants et ceux qui ont peut-être des choses à vendre. Comment closer chacun des 12 signes? En fait, j'explique comment tisser le lien de confiance avec ton client. Oui. Et donc, d'avoir son ouverture la plus totale et complète. J'ai jamais pensé à l'astrologie et la vente ensemble, mais définitivement, là, il pourrait avoir... identifier le phénotype de la personne, un peu le signe et tous les rapports. Hey, tout à fait. Puis juste fait encore... C'est 12 signes fois 12, c'est 144 rapports potentiels. Ah, écoute, il ne faut même pas aller si loin que ça. Limite-toi à 12, puis tu connais du succès, c'est sûr. J'ai une dame là, qui m'a témoigné, justement. Elle m'avait écouté en conférence. Elle prenait tout en note. Là. Tout ce que je disais, elle le notait. Et... le soir venu, parce que c'est ce qu'elle m'a raconté, le soir venu, elle appelait des gens, tu sais, par cold call qu'on appelle, là, tout simplement parce qu'elle avait une liste de noms de gens qui avaient peut-être été potentiellement intéressés par son produit, ou du moins elle avait rempli ça pour participer au concours, tu sais, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Et là, écoute, elle m'a dit, j'ai fait 5 cold calls hier soir, j'ai fait 5 ventes. Elle m'a dit tout simplement comment j'ai procédé. Elle dit, je prenais le téléphone. Elle dit, « Ah, mon Dieu, votre voix me fait penser à ma belle-sœur. Seriez-vous taureau par hasard? » La personne répond oui ou non. Mais si elle répond non, elle va dire, « Ben non, je suis vierge. » Et là, tout de suite, elle allait voir ses notes pour la vierge. Et ça fonctionnait. Puis moi, je l'ai grandement remercié, cette dame-là. Je l'ai recroisée souvent dans les réseautages. Puis après ça, elle est devenue représentante aussi pour d'autres produits et services. Puis elle me disait, je lâche pas ta liste. Elle dit, ça marche à tout coup. C'est incroyable. Puis elle avait un succès phénoménal dans le réseautage, entre autres. Tout le monde voulait faire affaire avec elle parce qu'elle avait la bonne approche. C'était incroyable. Puis même moi, j'étais presque surpris de voir que c'était aussi pertinent. Mais écoute,
Tu sais, je suis quelqu'un de cartésien fondamentalement. Je suis un Thomas de nature. Tu sais, je ne crois pas à la première affaire que tu me dis nécessairement. Tu sais, j'ai besoin d'un peu de preuves. J'ai besoin d'un peu d'être nourri d'un autre côté. J'aime bien explorer, tu sais, être sûr que c'est vrai. Et l'astrologie, écoute, je l'ai étudiée dans cette même direction-là, en quelque sorte. Je l'applique aussi dans cette réalité-là. Pendant les premières années que je pratiquais, j'aimais ça que les gens me rappellent, me disent « Ah, ça a marché, ça a moins marché. » J'ai ajusté mon tir, j'ai essayé de comprendre pourquoi les planètes, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Donc, j'ai analysé toutes ces réalités-là. Et aujourd'hui, ça me fascine, tu sais, les gens qui me recontactent, tout ce que tu m'as dit est arrivé. Mais merci, ça fait du bien. T'sais. Oui, j'ai travaillé pour réussir à cette interprétation-là. Même chose avec beaucoup d'horoscopes aussi, qui, normalement, c'est quelque chose de général. Je veux dire, à quelque part, dans ce qui est écrit, ça touche peut-être pas tout le monde parce que j'ai décidé d'aller, mon interprétation, d'aller dans une direction plus familiale ou encore sentimentale, alors que pour certaines personnes, c'est pas tout à fait dans cette direction-là. Tu sais, si je parle, exemple, dans l'horoscope de l'éco-vedette, c'est moi qui fais l'éco-vedette, dans la phrase « amour », des fois, je parle juste aux célibataires. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Lis-les pas si tu es en couple, tu comprends? Mais à quelque part, plein de monde viennent me voir en me disant « ton horoscope, là ». Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui qui me revient, qui me touche à chaque fois. Ça me fait du bien. J'ai fait l'horoscope à tous les jours à Rythme FM. C'était incroyable les commentaires que j'avais et c'est un horoscope quotidien. Je ne dis pas que c'est plus dilué, mais quand même, là, c'est effectivement plus dilué. Mais les gens qui m'écrivaient, qui me contactaient en me disant « Aujourd'hui, ce que tu as dit, c'est exactement ce qui m'est arrivé. » Là, je faisais OK, il y a quand même quelque chose. Là. Mais bref, tous ces détails-là, beaucoup des choses que j'ai écrites dans mes préfaces de livres. J'ai écrit ça 1 an avant, puis là, hop, tout d'un coup, effectivement, la pandémie. Si tu regardes mon livre Horoscope 2020 que j'ai terminé d'écrire en avril 2019, page 15, il y a un paragraphe sur la santé. Je dis, nous ferons face à une quarantaine surprenante. C'est comme, OK, voilà, on a été quand même isolés pendant un bout de temps. Je sais. Moi, j'ai fait faire ça. J'ai fait faire, je le confirme. Ça a été extrêmement difficile de passer au travers de tout ça. Là, c'est vraiment intéressant. Donc là, tu as métamorphosé un peu ta passion, tu l'as fait progresser maintenant et tu as écrit une pièce que tu vas produire. Oui. J'aime mieux dire un spectacle carrément, puisqu'on utilise beaucoup la vidéo là-dedans. Donc, j'ai un collaborateur professionnel, un cinéaste qui va générer toutes ces images-là. On va faire quelque chose qui... Mais il y a aussi du jeu théâtral. Là. C'est plus de 50% du show est théâtral. C'est moi qui joue un personnage historique qui a existé dans l'histoire et qui a amener l'astrologie comme elle est encore aujourd'hui, un personnage qui a existé dans l'Empire romain. Alors donc, c'est vraiment une histoire qui raconte ce spectacle-là, l'histoire de l'astrologie, d'où c'est né, comment c'est né, avec les concepts de Stonehenge, les pyramides, évidemment. C'est des trucs astrologique en réalité. C'était pour calculer la position des astres dans le ciel, ces gros monuments-là. Alors, j'explique ça dans mon spectacle. J'y intègre aussi comment fonctionne l'astrologie aussi grâce à ce personnage qui était professeur d'astrologie à Alexandrie, dans la fameuse bibliothèque fondée par Alexandre le Grand. Et tout ça, un peu d'intrigue à travers tout ça. Mon histoire autobiographique, tous les événements paranormaux dans lesquels j'ai été témoin sont intégrés dans le spectacle et ils font le lien entre le passé, le présent et bien sûr un certain futur. Donc, c'est multimédia et ça a une histoire qui s'entrecoupe de multiples façons. Belle intrigue. Ça va être intéressant. Alors, tu prévois pouvoir lancer ça... à l'automne. À l'automne. À l'automne. On est déjà en train de faire des répétitions en ce moment. Les images sont en train de se créer. J'invite les gens à suivre mes réseaux sociaux. Là, je vais de plus en plus, au cours de l'été, commencer à laisser filer des petites informations pour qu'on puisse s'y intéresser davantage. Probablement même de la vente de billets va être bientôt disponible. Ça va être intéressant. Tu vas présenter ça dans plusieurs régions au Québec? Bien, c'est sûr que, écoute...
on parle ensemble, hein? Tu as une salle de spectacle, alors évidemment... Elle est accueillante. je vais en profiter pleinement. J'ai aussi à Trois-Rivières une opportunité d'une grande salle de spectacle où là, on va faire notre vraie première médiatique. Tu sais, c'est quand même un gros théâtre glamour, là, alors on va aller dans ce coin-là. Dans le coin de Québec également, on a une opportunité qui s'ouvre. Et là, bien évidemment, c'est surtout pour du rodage, tout ça, pour vraiment mettre l'aspect au niveau que je souhaite. Parce que c'est en le faisant plusieurs fois qu'on va connaître une qualité supérieure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Alors moi, l'objectif est définitivement de faire une véritable tournée à travers le Québec, bien sûr, lorsque le show sera vraiment rodé, bien sûr. Mais tu sais, rendu avec toute l'expérience, tout le vécu que tu as maintenant, c'est comme si on dirait que tu reviens un peu à ta passion de début d'adulte, que là, tu vas pouvoir réaliser puis mettre en œuvre. Parce que c'est certain... Tu sais, c'est comme moi, quand j'ai lancé la dernière version du bar, je me suis servi de toute l'expérience que j'avais pour... Tu sais, là, toutes les faiblesses sont comblées. On sait exactement comment ça sera. On sait comment l'amener. Ouais. Ben c'est ça, on utilise, dans le fond, tout ce qui nous a passionnés dans la vie et on peut, à notre âge, avec l'expérience de vie, être capable de mieux cerner tout ça, le concentrer puis l'exploiter pleinement. Là. L'actualiser. L'actualiser aussi, effectivement. Wow. Ben écoute, Alex, ça va être très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir la pièce. I'm on board. Là, tu vas être aux premières loges. Yeah, ça va être le fun. Merci beaucoup d'être venu à Mission Montréal. Puis ça va être le fun. Dans le fond, là, je pense que je vais te réinviter après que tu as fait ta tournée de ta pièce. Okay. On va jaser de comment ça a été. Merveilleux. Et puis, en attendant, eh bien, je te souhaite merde avec ton tennis. Ça va super bien. Oui, effectivement. Ben ça, c'est comme on disait, c'est passionnant de jouer au tennis. Hein? Je veux dire, le tennis, c'est le sport le plus complet. C'est mental, physique, c'est fun. Exact. Mais c'est aussi très frustrant. Oui, voilà. On va se le dire. Mais ça fait du bien. C'est vraiment une autre perspective. Ça nous permet d'être peut-être même plus passionnés dans la vie parce que c'est contagieux de la passion. Ah oui, moi, ça me permet d'être meilleur. Ça me permet d'être beaucoup plus patient avec les clients et les employés. Exact. Ça me permet aussi un focus. Ouais. Juste l'autre jour, je suis arrivé après avoir joué au tennis et tout ça, puis j'ai embarqué sur la table de pouce. Ça faisait des années que je n'avais pas joué. Puis j'ai éclairé tout le monde. Wow! Mais parce que c'était... Tu sais, là, la balle, elle bouge pas. C'est facile de la regarder. Oui, là. c'est ça. Tu es habitué de checker. Ouais. Mais oui, le tennis en redonne. C'est fou, là, toutes les facettes qui sortent de ça. Ouais. Good! Ben merci, puis à bientôt sur un terrain. Oui, certain.